Bon, on va commencer et les gens qui se joindront par la suite se joindront par la suite. Donc bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée de conférence débat autour du projet de réforme de la justice, comme on dit, qui occupe l'actualité et se trouve au centre du débat public israélien ces dernières semaines. Cette conférence est organisée dans le cadre de la mobilisation citoyenne qui a émergé suite à l'annonce faite par le gouvernement de son intention de modifier, entre autres, les lois régissant le fonctionnement de la Cour suprême, le rôle des conseillers juridiques et la nomination des juges. Depuis que ce projet a été déposé à la Knesset, des citoyens habitant à Jérusalem et venant d'horizons sociaux et idéologiques différents ont décidé de se retrouver et d'agir ensemble. Alors, ils ont fondé un collectif qui s'appelle en hébreu Shomrim al Habayit HaMeshutaf, qu'on pourrait traduire par protégeons notre foyer commun ou alors protégeons notre copropriété, qui est composé d'hommes, de femmes, que ce soit religieux ou non religieux, des juifs, des arabes, des jeunes, des moins jeunes, de droite ou de gauche, aux idées bien arrêtées ou simplement inquiets de la scission qui est en train de se créer au sein de la société israélienne suite au processus législatif en cours. Ce collectif, Shomrim al Habayit HaMeshutaf, agit ici à Jérusalem en organisant la manifestation hebdomadaire du samedi soir devant la résidence du président, en organisant une présence continue de manifestants devant la Knesset, en relayant d'activités parfois d'autres organisations, ou en organisant comme ce soir des conférences d'explication ou de décryptage avec des juristes et des professionnels de la justice pour expliquer ce projet de loi, dans quel contexte il apparaît et pourquoi il suscite un tel rejet de la part d'une grande partie de la société israélienne. Alors, je vous mets dès à présent dans le chat les liens vers deux groupes WhatsApp de ce collectif. Un groupe calme, disons, pour les annonces et un autre groupe à part pour les débats. Voilà, vous pouvez retrouver ici. Alors, je vais arranger ça par la suite. Je tiens à préciser, évidemment, que l'ensemble des membres du collectif sont bénévoles, bien sûr, et sont mus que par le devoir qu'ils ressentent de préserver la démocratie israélienne du risque de dérive autoritaire que ce projet de loi vient rendre réel. Mais ça, je laisse Jean-Marc vous l'expliquer, car il vous l'expliquera mieux que moi. Alors, Jean-Marc Kelling, ici présent, dis bonjour. Salut, bonjour tout le monde, bonsoir. Qui va prendre la parole dans un instant. Donc, c'est un avocat israélien. Il a travaillé au département de législation du ministère de la Justice, puis au bureau du Premier ministre en tant que conseiller du ministre de la Diaspora et des Affaires sociales de l'époque, le rabbin Michael Melchior. Par la suite, Jean-Marc s'est spécialisé dans les questions de droit personnel, de droit du statut personnel en fait, notamment en faveur des travailleurs immigrés et des demandeurs d'asile en Israël. Alors, je vais donner la parole à Jean-Marc dans un instant. Je propose la chose suivante. Jean-Marc va nous exposer le fonctionnement actuel du système démocratique israélien et quelles modifications le gouvernement compte lui apporter, quelles en pourraient être les conséquences. Pendant son intervention, je vous invite à utiliser le chat ici pour demander des précisions, pour poser des questions. Et à la fin de son intervention, qui devrait durer une petite demi-heure peut-être, nous passerons en revue les questions de manière soit spécifique, soit groupée, et lors de la séance de questions-réponses qui suivra. Et on pourra aussi éventuellement avoir une discussion à bâton rompu s'il nous reste du temps. Donc voilà, Jean-Marc, je te laisse la parole. Merci Raphaël et merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Juste quelques commentaires préliminaires avant de commencer mon exposé. D'abord, je ne suis pas, contrairement à certains intervenants qui sont intervenus ces derniers jours ou ces dernières semaines dans le cadre de ce collectif, je ne suis pas prof de droit. Et en gros, on m'a demandé de faire une intervention parce qu'il n'y avait pas beaucoup de profs de droit constitutionnel ou avec des connaissances qui étaient à même de faire une présentation en français. Donc, je m'excuse si à un moment vous avez des questions où je n'aurai pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas, j'essaierai d'être assez complet. Comme Raphaël l'a précisé, mon expérience
en partie en tant qu'avocat et dans des ministères israéliens, donc plutôt spécialisés en droit public, droit constitutionnel, droit administratif, et aussi spécifiquement sur les questions de droit personnel en ce qui concerne les travailleurs immigrés et les demandeurs d'asile en Israël. Donc, mes exemples éventuellement viendront de ce monde-là, à propos de ce sujet-là. Notre but est en fait de présenter les enjeux des soit dites réformes du judiciaire et de vous expliquer, au moins de vous donner des éléments de réflexion qui vous permettront de vous former vos propres opinions sur les processus qui sont en cours. Donc, j'aimerais d'abord vous exposer un peu les bases qui sont souvent mal connues du système israélien, qui sont assez différents aussi de ce qui peut exister en France ou ailleurs dans le monde européen ou même anglo-saxon. Et après, je vous ferai un exposé de 4 des mesures, soit des réformes les plus importantes, et pourquoi, de mon point de vue, elles pourraient être néfastes au système démocratique israélien. Alors, commençons d'abord en expliquant les bases du système démocratique israélien. Nous sommes d'abord dans une démocratie parlementaire. Au maximum 5 ans, les Israéliens sont appelés à voter pour le Parlement, et c'est en fonction comme vous le savez, du parti qui obtient le plus de voix, en principe, ou qui à même de former une coalition gouvernementale, qui est formé le gouvernement. Il y a donc, comme dans toute démocratie, 3 branches distinctes du gouvernement: le Parlement, la Knesset. Contrairement à d'autres pays, il n'y a que une chambre de parlement en Israël. C'est peut-être quelque chose qui sera mentionné plus tard, mais c'est important dans le cadre israélien. Il n'y a pas de circonscription. Quand on vote aux élections nationales israéliennes, on vote tous en fait, Israël est une grande circonscription, et le vote, comme vous le savez aussi, est à la proportionnelle. Donc, c'est pas vote majoritaire dans des circonscriptions comme c'est le cas en France, c'est le vote à la proportionnelle intégrale, donc en tant qu'une circonscription, et le vote à la proportionnelle. Le gouvernement, dans tous les cas, et certainement depuis un certain nombre d'années, est toujours composé d'un certain nombre de partis qui forment une coalition gouvernementale. Et à part ça, il y a le système judiciaire qui a un certain rôle administratif, de contrôle administratif. Ça, on l'évoquera plus tard, mais c'est en gros ce qui fait polémique aujourd'hui et qui est critiqué par une partie de la classe politique et du système israélien. C'est surtout dans quelle mesure le judiciaire a un rôle disproportionné de contrôle sur le gouvernement et la coalition gouvernementale. Donc ça, c'est les bases des institutions. Comme vous le savez aussi, je crois, Israël n'a pas de constitution. Ça distingue Israël de la plupart des grandes démocraties occidentales. On n'a pas de constitution. Il y a un certain nombre de lois fondamentales qui, et ça c'est une grande question, étaient censées, en tout cas historiquement, ensemble, créer la base d'une constitution à venir, mais il n'y a pas de constitution. Et la question, est-ce que il y a dans la théorie du droit la pyramide des lois, c'est-à-dire qu'en principe, il y a une constitution qui est supralégale, ensuite il y a les lois et ensuite les règlements édités par les différents ministres selon les circonstances, avec toujours une constitution donc, qui est censée être le plus générale possible, et énoncer des principes de fonctionnement général des institutions, et ensuite, éventuellement, et ça manque aussi en Israël, il n'y a en gros pas de charte des droits. Ce qu'en France constitue la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de la Constitution de 1948, etc., etc. En Israël, il n'y a en fait pas vraiment
de charte des droits. Dans 2 secondes, je vais un peu contredire cela, parce qu'il y a eu des tentatives à partir des années 90 d'avoir une certaine charte des droits fondamentaux, mais en tout cas jusqu'en 92, il n'y avait aucune charte des droits en Israël. Pour parler des lois fondamentales, on peut mentionner la loi fondamentale pour la Knesset, sur les terres d'Israël, du président de l'État, du gouvernement, la loi fondamentale sur l'armée, sur Jérusalem en tant que capitale d'Israël, la loi fondamentale sur le système judiciaire, le contrôleur de l'État, etc., etc. Tout ça donc régissent plutôt les règles de fonctionnement des institutions israéliennes. Et encore une fois, maintenant, si on doit parler de l'essence des droits, on va dire les côtés contenus au niveau des valeurs et des droits, c'est seulement à partir de 1992, avec le vote de 2 lois à la Knesset, la loi sur la dignité humaine et la liberté, et ensuite la loi fondamentale sur la liberté professionnelle, qu'un début de charte des droits sont apparus en Israël. C'est important de dire quelque chose sur ces 2 lois fondamentales. D'abord, elles ont été votées à majorité relative, c'est-à-dire pas majorité absolue des 120 membres de la Knesset. Elles ont toutes été votées historiquement, on pourrait dire presque les membres de la Knesset s'étaient presque endormis. Et en tout cas, c'était un projet de loi pendant des années et des années, notamment mis en avant par le ministre de la Justice de l'époque, Dan Meridor, à l'époque du Likoud, mais en accord avec Amnon Rubinstein, qui a été un moment à la tête du Meretz, si je ne m'abuse, qui était un prof de droit constitutionnel. En gros, vraiment de mettre en avant qu'il y ait une charte des droits de l'homme en Israël. Ces chartes de droits devaient comporter d'autres questions qui n'ont pas été incluses dans les lois fondamentales, notamment la liberté d'expression et la liberté d'association. Mais en tout cas, donc, moi, je vais surtout parler de la loi fondamentale sur la dignité humaine et la liberté, même s'il y a aussi une importance sur la deuxième, la liberté professionnelle. D'abord, vous énoncez, et c'est très important parce que ça constitue un peu l'état d'esprit ou les fondements de ces lois fondamentales et de l'idée des droits de l'homme en Israël. D'abord que l'article 1er, les droits humains, les principes de base de la loi fondamentale, d'abord, sont que les droits humains fondamentaux en Israël sont basés sur les valeurs de l'être humain, la sanctification de la vie et la liberté de chacun, et ceux-ci doivent être respectés selon l'esprit des principes inclus dans la déclaration d'indépendance d'Israël. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le but de la loi est de protéger la dignité humaine et sa liberté, telles qu'elles sont ancrées dans les valeurs de l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. On parle souvent de ce binôme État juif et démocratique, et pour la première fois, ces 2 valeurs, État juif et démocratique, sont mentionnées dans ces lois fondamentales. Donc tout doit suivre du fait que ça doit être, encore une fois, refléter les valeurs d'un État juif et démocratique dans nos lois fondamentales qui parlent des droits de l'homme. Les droits spécifiques mentionnés, vous pouvez regarder, mais en gros, c'est la préservation de la vie, l'intégrité corporelle, la dignité humaine, le droit de propriété, la liberté de chaque individu, le droit de sortir d'Israël, de rentrer en Israël pour les citoyens israéliens, etc., etc. Je ne m'étends pas. Mais en tout cas, on peut dire que d'une certaine manière, c'est un énoncé assez limité des droits qui existent dans ces lois fondamentales. Par exemple, des choses assez essentielles qui manquent et qui ne sont pas mentionnées de manière explicite, c'est le principe d'égalité, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de ne pas être religieux aussi, comme on dit en hébreu, chofesh dat vechofesh midat, le droit de manifester, etc. Toutes ces choses-là ne sont pas mentionnées de manière explicite. Quelqu'un comme l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak, dirait qu'on peut les déduire de la dignité humaine, du principe de dignité humaine. Sans égalité, il n'y a pas de dignité humaine, mais encore une fois, elles ne sont pas mentionnées de manière explicite.
Un principe très important de cette loi fondamentale et du système israélien tel qu'il existe, et je l'expliquerai dans quelques instants plus en avant, c'est que on ne peut outrepasser, violer ses droits seulement, donc qui sont mentionnés dans cette loi fondamentale, seulement si une loi correspond aux valeurs de l'État d'Israël, qu'elle serve un but approprié et dans des limites qui ne dépassent pas ce qui est absolument nécessaire, le concept de proportionnalité. Donc, une loi peut éventuellement contredire ces principes, mais elle doit répondre à tous ces critères. Donc, d'abord, être en fonction ou correspondre aux valeurs de l'État d'Israël, avec une grande liberté d'interprétation. Qu'est-ce que sont les valeurs de l'État d'Israël? Qu'elles doivent être dans un but approprié, c'est bien entendu. Et encore une fois, que cette loi ne dépasse pas les limites de ce qui est strictement nécessaire, le concept de proportionnalité. On ne peut pas, par exemple, au nom, par exemple, de la sécurité, faire n'importe quoi, fermer le pays complètement au nom de la sécurité. La liberté, comme on dit, c'est la loi fondamentale de la dignité humaine et de la liberté. La liberté humaine doit être respectée, même en cas d'urgence, etc., etc. Donc ça, c'est un peu pour vous donner un peu les bases de cette loi fondamentale. Très important, en 1995, un arrêt de la Cour suprême, et c'est très important de dire aussi que dans le système israélien, la Cour suprême a deux rôles. Elle est d'abord la plus haute cour d'appel du système israélien, et elle est aussi la plus haute cour de droit administratif. Et est-ce qu'elle a aussi un droit de regard constitutionnel? Donc en 1995, il y a un arrêt très important de la Cour suprême qui statue en tant que haute cour de justice, donc de droit administratif ou constitutionnel. Et par cette décision, qui en fait statue sur les lois fondamentales et sur un certain nombre de points de droit constitutionnel et de défense des droits énoncés dans les lois fondamentales, de fait, cet arrêt autorise, ou on va dire la Cour suprême s'arroge le droit de ce qu'on appelle le contrôle juridictionnel, c'est-à-dire qu'une loi qui serait contraire au principe des droits énoncés dans la loi fondamentale pourrait être annulée, bel et bien annulée, par la Haute Cour de justice. Et c'est la première fois, c'est ce qu'on appelle le début de la révolution juridique en Israël, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de contrôle juridictionnel en Israël. Et depuis, on est rentré dans un débat entre ceux qui considèrent, que la Cour suprême s'est arrogé ce droit et qu'elle n'avait pas le droit de le faire, parce qu'il n'y avait pas de contrôle juridictionnel explicite en Israël. Ensuite, de dire quelles sont les limites de ce contrôle juridictionnel. Et en fait, toutes les mesures, lois et réformes, dites réformes, proposées en ce moment, viendraient ou chercheraient à amoindrir le rôle de la Cour suprême en tant que haute cour de justice, le contrôle juridictionnel, l'indépendance des juges, etc., en essayant finalement d'inféoder le système judiciaire israélien au gouvernement et à la majorité parlementaire. Donc, c'est tout ce qui est décidé. D'abord, j'aimerais quand même, avant de passer pour expliquer et expliciter les différentes clauses qu'on essaye, ou lois qu'on essaye de faire voter ces jours-ci par le gouvernement actuel. D'abord de dire que dans les faits, on accuse souvent la Cour suprême et la Haute Cour donc dans ce rôle de Haute Cour de justice, d'être ce qu'on appelle en France le gouvernement des juges. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? On va dire d'abord tout simplement que depuis 1995, où ce contrôle juridictionnel a été est rentré dans les formes, été institué, il y a 22 lois, uniquement 22 lois qui ont été annulées par la Cour suprême. Et de manière générale,
pour des choses qui étaient clairement en violation des droits civiques, des droits de l'homme en Israël. Donc, c'était des cas assez extrêmes. Et il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui diraient que pour ce qui sont l'équilibre des pouvoirs en Israël, peut-être que la Cour suprême n'est pas du tout suffisamment activiste parce qu'ils ont donné le blanc-seing ou une autorisation pour certaines violations des droits de l'homme sans être extrêmement téméraire, peut-être en étant même assez timide dans un grand nombre de cas. Mais ça, c'est plus une discussion qui est vive en Israël et qui peut s'exprimer de différentes manières. Est-ce que, avant que je passe à expliciter en tout cas 4 des mesures proposées ou des réformes proposées, est-ce qu'il y a des questions plutôt d'expliciter ou de clarifier certains points que je n'aurais pas suffisamment expliqués? Je ne sais pas si Raphaël, tu veux me dire si certaines questions ont déjà été posées ou… Non, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Je vous invite à les noter sur le chat ou à prendre la parole maintenant s'il y a déjà une précision que vous voulez demander. OK. Alors, peut-être la mesure, alors je ne sais pas forcément dans l'ordre d'importance que je vais expliquer les différentes mesures proposées, mais en tout cas, pour dire, d'abord, on va parler de ce qu'on appelle Piskat Ha'idgabrut, peut-être la clause de dépassement. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais en tout cas, cette mesure chercherait à en fait instaurer la possibilité pour le Parlement, dont une loi serait annulée par la Haute Cour de justice en étant du fait qu'elle est soi-disant contradictoire, ou les juges ont jugé qu'elle était contradictoire avec les droits fondamentaux des lois fondamentales citées précédemment, qu'on pourrait donc revoter une loi qui aurait été déclarée contraire aux lois fondamentales et considérée inconstitutionnelle. On pourrait revoter cette loi et en fait imposer cette loi, même si cette loi aurait été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de justice. Ce qu'on a entre parenthèses, on parle quand même du système en hébreu, ce qu'on appelle Bagatz, Beit Din Agavoa Letzedek. Okay, ça, c'est donc la Haute Cour de justice. Et Beit Mishpat Elyon, c'est la Cour suprême. Mais ce sont les mêmes juges. Et ils statuent donc différemment selon les sujets qui sont apportés devant eux. Alors, d'abord, j'aimerais peut-être expliciter une chose, c'est que donc en Israël, il y a beaucoup moins d'équilibre des pouvoirs et en fait, de dire très clairement qu'en fait, le contrôle juridictionnel par la Haute Cour de justice est en fait le seul contre-pouvoir contre les décisions de la majorité gouvernementale et du gouvernement. C'est le seul équilibre. Et pour expliciter cela, je dirais les choses suivantes. Dans d'autres systèmes démocratiques, où il y a la séparation des pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs, il y a par exemple le président de l'État, le chef de l'exécutif, qui a un pouvoir de veto sur certaines décisions du Parlement qui serait peut-être qui outrepasserait ou la majorité outrepasserait ses droits. Il y a dans la plupart des systèmes occidentaux 2 chambres du Parlement, donc qui s'équilibrent l'une et l'autre et qui expriment éventuellement 2 types de législation ou de systèmes législatifs. Il n'y a pas en Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, de circonscription. Et donc, il n'y a pas de système fédéral.
qui est aussi une manière dans les systèmes fédéraux, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, etc., d'équilibrer les pouvoirs des uns et des autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment clairement de constitution qui soit ancrée et immuable. Enfin, on peut dire aussi que dans des systèmes comme les pays européens, il y a des systèmes ou des garde-fous de supranationalité, comme en Europe, il y a la Haute Cour de justice européenne ou les conventions des Nations Unies, etc. En tout cas, sur ces questions, Israël n'est pas lié par ces systèmes supranationaux qui pourraient aussi être des garde-fous. Donc, encore une fois, la Haute Cour de justice et le contrôle juridictionnel exercé par elle est l'unique garde-fou contre les décisions du gouvernement et les lois votées par la Knesset. Donc, en gros, la possibilité, piscat gabrut, de revoter une loi qui aurait été déclarée inconstitutionnelle, en fait, ferait du contrôle juridictionnel, anéantirait en fait complètement la possibilité d'un contrôle juridictionnel, et ce qui impliquerait en fait l'impossibilité de protéger les individus contre une décision de la majorité parlementaire et les droits des minorités, et donc remettrait en question même les droits fondamentaux, ou la possibilité en gros qu'une majorité politique du moment puisse complètement remettre en question ces garanties fondamentales des droits dans le système israélien. Ensuite, est-ce qu'il y a il y a des questions qui sont... Je vois qu'une question... Tu veux me dire Oui, alors on demande un exemple de l'une des 22 lois annulées par la Cour suprême, des précisions sur le mode de nomination des juges. Oui, ça, on va en parler, le mode de nomination des juges. Ça, c'est le prochain sujet que je vais traiter. Alors, des exemples, encore une fois, là je vais parler des sujets que je connais. Sur la question des droits des demandeurs d'asile en Israël, qu'on appelle en Israël, comme vous le savez probablement, les infiltrés, les Mistanénim, il y avait une proposition de limiter la liberté des dits infiltrés et avec la création d'un centre de détention, donc sous l'autorité des prisons, avec, en tout cas dans une première proposition, parce qu'il y a eu plusieurs annulations, de les mettre dans ce centre de détention pour une durée indéterminée, parce que leur seul crime était qu'ils étaient rentrés illégalement en Israël. Donc, sans regarder leur demande d'asile, sans regarder mais de dire, on va en fait les emprisonner à durée indéterminée. Et ça a été considéré par la Haute Cour de justice comme disproportionné par rapport au but déclaré de la loi. Je pourrais rentrer dans les détails parce que c'est des sujets évidemment que je connais bien, mais en tout cas, on a avant tout considéré le côté disproportionnel et de dire en fait l'emprisonnement, la limitation de la liberté de ces gens, la liberté de mouvement et la liberté de ces gens sans en fait les accuser de quoi que ce soit, outre le fait qu'ils sont rentrés illégalement en Israël, mais sans vérifier la véracité ou la justification de leur demande, était disproportionnée par rapport au but recherché par le gouvernement à l'époque. Donc il y a eu en fait plusieurs annulations, mais ça c'est un exemple
un des plus récents, à partir de, je crois, il y a eu 3 arrêts, en fait, 2013, 2015, etc., etc. Donc, finalement, le gouvernement a décidé d'annuler l'incarcération ou l'enfermement forcé des demandeurs d'asile en Israël dans le camp de Cholot à l'époque. Et ça, donc ça, c'est un exemple. Il y a eu, par exemple, aussi la question à l'époque où est-ce que l'armée devait assurer la sécurité des résidents de Sderot, euh, ou de manière réelle, et surtout dans les écoles. Est-ce que le système de sécurité israélien devait, comme on dit, les Magen, assurer la sécurité dans les écoles et construire des abris dans les écoles? Ça coûte évidemment très cher. Et en fait, le ministère de la Défense trouvait que c'était trop cher et la Cour suprême lui a imposé de revoir sa copie et de dire ça c'était une question assez fondamentale pour la sécurité des habitants de Sderot. Ça, c'était un exemple. Et encore une fois, un autre exemple, c'était il y a un certain nombre d'années, le gouvernement avait donné autorité à avoir des prisons qui auraient été sous autorité privée. Et ça aussi, ça a été annulé par la Haute Cour de justice en disant que la dignité humaine interdisait un système privé d'emprisonnement comme il existe par exemple aux États-Unis. Donc ça, c'est plusieurs exemples d'annulation. Mais encore une fois, c'est des arrêts très importants. Mais qui sont rares finalement, qu'on annule comme ça des lois en Israël, si finalement les cas sont très très rares. Je vais maintenant passer, parce que le temps passe, à la question de la nomination des juges. En gros, ce qui est proposé d'une manière ou d'une autre par le ministre de la Justice, Yariv Levin, et par le Yoshev-Rosh, je ne sais pas comment on dit, celui qui est à la tête de la commission des lois de la Knesset, Simcha Rothman, ça serait en fait de donner une majorité aux membres de la majorité parlementaire et du gouvernement dans le choix des juges, de tous les juges, mais surtout des juges de la Cour suprême. Alors, il faut d'abord un peu comprendre quel est le système du choix des juges, est-ce qu'il est idéal, etc. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je dirais d'abord qu'il y a une commission qui est habilitée à choisir les juges, qui est composée de nominer les juges, donc qui est composée de 2 ministres, de 2 membres de la Knesset, de 3 juges, je crois, de la Cour suprême, si je ne m'abuse, et de 2 représentants de l'association du barreau israélien. Pour choisir un juge, il faut qu'il y ait une majorité de 7 sur les 9 membres de cette commission, ce qui signifie qu'il y a déjà, de fait, un équilibre qui favorise au moins une discussion très sérieuse entre les membres plus politiques de cette commission et les membres, on va dire, qui choisiraient de manière, pour des raisons professionnelles, les juges. Donc, il y a déjà un équilibre et on va dire, que ce soit les juges avec les membres du barreau, ne peuvent pas seuls choisir les juges, parce qu'aujourd'hui, dans le discours politique, on accuse en fait les juges de se choisir entre eux et les avocats et les juges de se choisir entre eux, comme s'ils constituaient une caste sacrée qui serait inattaquable. Mais le système israélien assure un équilibre. Il y a en fait une réelle discussion profonde entre les membres plus politiques et les membres plus professionnels de cette commission. Donc, ce qui est proposé, c'est de donner une majorité absolue aux membres donc des partis politiques ou en tout cas de la Knesset et du gouvernement. Et ça serait une manière de politiser complètement la manière dont seraient nommés les juges et quelque part d'influencer de manière assez significative et néfaste l'indépendance de la justice et des juges en Israël.
et surtout ceux de la Cour suprême. Alors, la discussion est importante et on pourra peut-être en discuter avant, mais je veux quand même vous donner quelques éléments de réflexion sur, sur cette politisation ou des arguments qui sont avancés, notamment par les partis politiques de la coalition actuelle. On dit par exemple que, d'abord, un principe de base, il y a deux rôles. On dit en fait que finalement, l'argument avancé est que le système de nomination des juges ne reflète pas, n'est pas démocratique. Parce que la classe politique, le gouvernement et la Knesset n'ont finalement pas la majorité et que donc ce n'est pas démocratique parce que le système, enfin les juges ne reflètent pas la majorité gouvernementale. Et là, on peut dire que dans toute démocratie, le rôle de la coalition gouvernementale et du gouvernement est d'exprimer la décision de la majorité, telle qu'elle s'exprime aux différentes élections, c'est certain et c'est très important, mais doit être équilibrée par le judiciaire, le système judiciaire, dont le rôle est avant tout d'interpréter de manière reconnue les lois qui sont enfin les lois et leur constitutionnalité, donc que le gouvernement ne fait pas ce qu'il veut et institue des lois qui en fait seraient contre les principes de base, les principes fondamentaux du droit en Israël. Et donc même de dire que c'est que le choix des juges n'est pas démocratique, c'est quelque part ne pas comprendre les bases d'un système démocratique et le rôle du système judiciaire dans un pays démocratique. On ne peut pas, il faut maintenir cet équilibre et il faut maintenir la séparation des pouvoirs et en l'occurrence cette volonté d'inféoder les juges et le choix des juges à la majorité gouvernementale qui est ce qu'elle est, mais pour jusqu'aux prochaines élections, en tout cas de manière théorique, ça serait en fait nuire à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance des juges. On peut éventuellement dire que les juges de la Cour suprême, ce qu'on accuse d'être un pouvoir élitiste, ashkénaze, qui ne représente pas toutes les composantes de la société israélienne, c'est une question qu'il faut traiter, et c'est des questions sérieuses. Mais d'abord, on peut dire de manière générale que le système judiciaire et les juges ne sont pas censés représenter la société dans son ensemble, ils sont censés être un miroir ou exprimer différentes vues, mais avant tout d'être des juges dont on ne doute pas du côté professionnel, des connaissances, de l'expérience professionnelle pour décider selon les lois d'Israël et le système juridique dans son ensemble. Donc, mais on peut dire en effet qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de femmes juges, donc en cela, pas forcément un reflet de la société israélienne dans son ensemble. Il y a les juges arabes sont sous-représentés dans le système. Il n'y a peut-être pas assez de juges mizrahim, donc séfarades ou Edot HaMizrach, c'est vrai qu'ils sont peut-être moins représentés que les autres. Et par contre, ça c'est selon les chiffres, il y a une surreprésentation des juges religieux. Alors, est-ce que c'est parce que le système, les facs de droit, etc., donnent accès? Est-ce que ça, on peut en discuter longuement? Il y a peut-être des manières proactives de faire en sorte que les juges, y compris les juges de la Cour suprême, soient peut-être plus encore un miroir plus représentatif de la société israélienne. Mais ça, c'est des processus longs. Et pour cela, il faut que le système éventuellement s'ouvre, mais c'est certainement pas en inféodant
le système, la nomination des juges au système juridique, au Parlement et au gouvernement, qu'on réussira forcément. Et pour moi, c'est vraiment du populisme, c'est un argument populiste qui cherche vraiment à faire peur aux juges et à mener des politiques qui seraient propres qui seraient uniquement en fonction des points de vue du gouvernement en place au moment où ces juges sont nommés. Juges sont nommés. Questions à ajouter ou est-ce que ouais, je vois qu'il y a beaucoup de questions là. Peut-être j'ajouterai encore deux éléments. Je passerai plus rapidement sur les deux dernières mesures qui sont proposées. Après, peut-être qu'on ouvrira aux questions ou au débat. D'abord, je me retrouve plus dans les notes. Ah oui, alors, très important, ce qu'on appelle Ilat Hasvirut, la clause de raisonnabilité. La clause de raisonnabilité, je l'ai un peu mentionné quand j'ai énoncé la loi fondamentale sur la dignité humaine et la liberté. C'est un outil du droit administratif qui cherche à éviter en fait des abus de pouvoir, des décisions biaisées du gouvernement, des ministres, des décisions qui ne seraient peut-être pas rationnelles ou qui représenteraient des conflits d'intérêts des autorités administratives ou des différents ministres. Donc ça, c'est de manière générale, c'est un principe. La clause de raisonnabilité est un principe et de proportionnalité. On peut ajouter aussi ce que j'ai mentionné tout à l'heure, la question de la proportionnalité, d'édicter des lois qui soient proportionnelles au but recherché par ces lois et ne dépassent pas, n'aillent pas de manière d'outre-pouvoir. Ce qui est proposé en ce moment, c'est simplement, enfin par Yariv Levy notamment, c'est de complètement annuler cette clause de raisonnabilité et donc d'enlever cette possibilité pour les juges de considérer qu'une mesure, qu'une loi est déraisonnable ou outrepasse les principes de proportionnalité de la loi. Et donc ça, c'est une des choses qui est proposée qui en fait, remettrait en cause de manière assez fondamentale la possibilité pour les juges d'exercer un contrôle de constitutionnalité, un contrôle judiciaire, et limiter les décisions du gouvernement ou des ministres qui seraient, ou des lois qui seraient déraisonnables. Ça, c'est encore un élément très, très important. Et la dernière mesure qui est proposée, ou dont on parle beaucoup, c'est la question du choix, de la nomination des conseillers juridiques des différents ministères. Aujourd'hui, ces différents conseillers dont le rôle est de défendre la légalité des mesures prises par les ministres et des lois qu'ils cherchent à faire passer, ces conseillers juridiques dépendent de conseillers juridiques du gouvernement, donc qui est le ministre de la Justice, qui est peut-être à la tête de la pyramide du conseil du gouvernement en Israël. Et ce qui est proposé, c'est de dire en fait que les ministres ou je ne sais pas comment on dit, Mankal, les directeurs des ministères, directeurs généraux des ministères, chefs de cabinet, je ne sais pas quel est l'équivalent en France, ou enfin bref, que eux pourraient choisir les conseillers juridiques et qu'ils ne seraient plus dépendants du ministère de la Justice et du Yoetz HaMishpati LaMemshala, du conseiller juridique du gouvernement. Et ça serait encore une fois une manière de faire passer tout ce que n'importe quel ministre
chercherait à faire passer sans garde-fou à l'intérieur des ministères qui diraient cette mesure serait considérée comme illégale. Donc l'ensemble de ces lois ou de ces propositions de loi ou de l'ensemble de ces mesures, en fait, annulerait le rôle de contrôle du gouvernement et les différents garde-fous qui assurent qu'on est quand même, qu'on reste encore et pour longtemps un état de droit, une démocratie parlementaire avec un état de droit en bonne et due forme. Je m'arrêterai là pour l'instant et on va ouvrir aux questions. Peut-être, Raphaël, je te demanderai de faire le tri des questions parce que je ne vais pas commencer à les lire moi-même et élucider certains points. Et après, on pourra éventuellement. Alors, il y a des questions qui sont soulevées sur qui sont les religieux dont tu parles, les juges religieux dont tu parles. Pourquoi est-ce que tu parles de surreprésentation alors que certains disent qu'il n'y en a pas beaucoup. Je connais pas vraiment la répartition des juges de la Cour suprême. Alors, d'abord, ce que je disais n'est pas uniquement sur la Cour suprême, c'est de manière générale dans la nomination des juges, donc à tous les niveaux. Je ne connais pas les noms, enfin, les traductions françaises, Bet Mishpat HaShalom, Bet Mishpat HaMechozim, et l'ensemble des juges, que ce soit pour les tribunaux de famille, enfin, il y a plusieurs systèmes, mais en tout cas, de fait, ça, il y a beaucoup qui sont représentés. Maintenant, c'est important aussi de dire que Ayelet Shaked, qui était la ministre de la Justice pendant 5 ans, elle a voulu, a cherché à nommer des juges dits conservateurs et ou de droite. Parce que, encore une fois, la perception des gouvernements sous Netanyahou depuis 2009 est que les juges, surtout la Cour suprême, représentent une élite ashkénaze de gauche laïque et que donc pas forcément suffisamment représentatif des différentes composantes de la société israélienne. Je n'ai pas fait le décompte des 15 juges de la Cour suprême actuelle, mais je crois qu'il y a, en tout cas, je crois qu'il y en a 5 qui sont religieux, si pas plus, ce qui est plus que leur représentativité dans la société de manière générale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un seul juge non juif ou arabe, alors qu'il représente plus de 20% de la population d'Israël. Donc, encore une fois, cette question de la représentativité est problématique. Maintenant, encore une fois, pour arriver, il y a tout un système, comment on est nommé juge, qui est considéré comme étant digne d'être nommé juge tout court et juge de la Cour suprême. Il y a tout un système qui, en général, d'ailleurs, est considéré comme par de nombreux pays et de nombreuses autres démocraties comme étant un système tout à fait bon et qui a pour l'instant assuré un niveau professionnel très élevé des juges en Israël. Et c'est important aussi de dire que la polémique, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la Cour suprême, il y a la Cour suprême qui est la cour d'appel la plus élevée en Israël, et il y a aussi la haute cour de justice, donc qui est la plus haute cour de justice administrative. Le côté professionnel, pour des questions, qu'elles soient de droit pénal, de droit civil, etc., demande des connaissances et du système et d'avoir évolué par Beit Mishpat HaShalom, Beit Mishpat HaMechozi et d'avoir développé, etc. Et comme la grande majorité des arrêts rendus par la Cour suprême sont de cette nature-là, c'est avant tout des gens qui ont développé des connaissances donc professionnelles et qui sont à même de juger des cas complexes de droit civil, de droit pénal, etc., etc. Alors, on pourrait éventuellement dire que là où il faudrait peut-être
considérer les choses différemment, notamment sur la Piscata Idgabrut, cette clause de dépassement, c'est de dire que les juges devraient se limiter à des cas extrêmes de préservation ou de défense des droits de l'homme et des droits fondamentaux, et pas se mêler des questions qui peuvent être manifestées dans le droit, des questions économiques, des questions plus d'ordre politique. Et là, il y a un argument qui peut être avancé, mais avant tout, les juges se doivent d'avoir des connaissances professionnelles et une expérience professionnelle et pas de refléter une idéologie politique quelle qu'elle soit. Encore une fois, Ayelet Shaked a cherché déjà pendant 5 ans à nommer des juges dits conservateurs, et notamment pas mal de religieux. Quand je dis des religieux, en général, il n'y a pas de juges ultra-orthodoxes Haredi, mais il y a de nombreux juges qui représentent la Tzionut Hadatit, ça, ils sont nombreux. Et elle se targue encore aujourd'hui d'avoir réussi à faire passer des juges, donc des juges plus conservateurs, plus de droite. Est-ce que c'est bon pour le système? En tout cas, elle dit qu'elle a réussi et que donc ce qu'on voudrait changer, de politiser complètement la manière dont sont nommés les juges, c'est quelque part aller beaucoup plus loin que ce que même Ayelet Shaked proposait et estimait être sa propre victoire pour instaurer pour mettre en place des juges plus de droite ou conservateurs. Je rajouterais en même temps aussi que le système américain, qui est très, très différent, le système dans son ensemble, la démocratie américaine est très, très différente, mais il y a depuis une vingtaine, trentaine d'années, une réelle politisation de la nomination des juges, et que des droits fondamentaux sont en train d'être remis en question par la majorité conservatrice des juges de la Cour suprême, notamment ce qu'on a vu il y a quelques mois, l'annulation du droit universel d'avortement aux États-Unis. Donc, et la possibilité pour les États individuels, mais bon, ça c'est juste un exemple de droit comparé. Pour ma part, je ne crois pas que ce soit forcément la direction dans laquelle on voudrait qu'Israël s'oriente. Mais bon, ça, c'est plus une question d'ordre politique. Merci. On a une autre question. Tu as répondu à une question que je voulais te poser, c'est bon. Une autre question. Daniel demande, pourquoi dit-on que si la réforme passe, les officiers, soldats et même hommes politiques risquent d'être poursuivis en justice à l'étranger? Attends, encore une fois. Pourquoi dit-on que si la réforme passe, les officiers, soldats et même hommes politiques risquent d'être poursuivis, à titre personnel, je rajoute entre parenthèses, en justice à l'étranger? C'est un peu hors de mon propos, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est mentionné ces dernières semaines. En gros, la question de savoir si Tsahal et le système sécuritaire israélien commet des crimes de guerre ou même peut-être des crimes contre l'humanité est une question qui s'est posée à l'international. Différentes juridictions, qu'elles soient nationales, moi je me rappelle il y a des années, il y avait la Belgique qui avait tenté d'instaurer d'inculper des hauts gradés de l'armée israélienne et même le ministre de la Défense de l'époque, voulait s'arroger ce droit. Jusqu'ici, les cours de justice internationale, la haute cour pénale à La Haye, etc., se sont interdits de se mêler de ces cas éventuels parce qu'ils considéraient que le système juridique israélien et la justice étaient indépendantes en Israël et pouvaient avoir un réel contrôle, donc, et de fait, punir, s'il en était question, des soldats, des hauts gradés ou des ministres qui avaient été responsables pour des crimes de guerre ou éventuellement pour des crimes contre l'humanité. La crainte, là, devient politique, c'est que si on considère au niveau international
que le système juridique israélien n'est plus indépendant, que ça risque d'exposer ces personnes, ces hauts gradés de l'armée, à des poursuites d'offenses aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Encore une fois, c'est plus une question, on ne sait pas si ça ira là-bas, mais c'est en fait la perception qu'on a aujourd'hui que pour l'instant, le système juridique israélien est indépendant et que les juges sont indépendants et qu'il y a un contrôle juridictionnel qui assure les droits fondamentaux de tous les citoyens israéliens et même de ceux qui ne sont pas israéliens mais sous le contrôle israélien, donc bien entendu des Palestiniens dans les territoires sous contrôle israélien, et que s'il n'y a plus l'indépendance de la justice, ce garde-fou tombera et donc on pourra éventuellement chercher à inculper ces personnes qui seraient accusées au niveau international. Très bien. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser par le chat ou alors bon, c'est très calme. Bon, alors s'il n'y a plus de questions, je propose de conclure ici. Merci Jean-Marc, merci pour cet exposé. Avant de fermer le chat, j'ai peut-être 3 dernières choses à rajouter. La première, c'est si à titre personnel, vous cherchez, la situation vous inquiète, vous préoccupe, et que, alors je vous invite simplement à agir chacun à votre niveau, par les moyens de votre choix, en parlant autour de vous, en lisant, en écoutant d'autres conférences, en partageant, en manifestant, en tractant, etc. Et je vous invite à me contacter moi ou par retour de mail peut-être, si vous avez reçu le lien vers ce Zoom par mail ou via les groupes WhatsApp que j'ai partagés en haut du chat, du groupe Abayt HaMeshutaf dont j'ai parlé au début. Donc, vous trouverez là-bas des moyens d'agir, des conférences supplémentaires et des moyens de faire entendre votre voix. Et la dernière chose, bien sûr, c'est si cette conférence vous a intéressé et que vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes, ou bien si vous voulez entendre d'autres conférences de juristes israéliens francophones par la suite, je vous propose aussi de rester peut-être et de me contacter via le chat dans les minutes qui suivent. Alors, on me demande si la conférence sera en ligne. Oui, si, elle sera. Je crois qu'il y aura le lien, enfin, qui sera envoyé à ceux qui le demanderont. Et je ne crois pas que ce sera forcément en ligne, mais en tout cas, on pourra envoyer le lien à ceux qui le demanderont pour pouvoir écouter ou réécouter cette intervention. Je vous propose, je vous laisse mon adresse email dans le chat ici et je vous invite à me contacter directement si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez avoir le lien de la vidéo par la suite ou si pour toute autre question. Alors, je vous mets maintenant le lien dans le chat. C'est bon. C'est là. Évidemment, je crois que c'est un peu ce que tu disais, Raphaël, mais même pour des gens qui n'auraient pas pu être là, on peut éventuellement envisager de refaire la même conférence pour d'autres personnes qui n'ont pas pu être là ou d'approfondir certains points qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir à ce moment aujourd'hui. Donc voilà, merci de votre participation et je vous retrouve. Attends, il y a une question là que je vois juste qui peut être de Jonas. Est-ce que le prochain gouvernement pourra revenir en arrière sur les changements et si oui, diriger vers une instabilité politique accentuée? Alors, il faut dire que les lois fondamentales en Israël
peuvent être changés assez facilement. Il y a certains avec une majorité qualifiée, c'est-à-dire avec 61 membres de la Knesset, et d'autres même avec une majorité simple. Donc, au moment du vote, qu'il y ait plus de gens qui votent pour un amendement qu'un autre. Donc, c'est aussi l'importance que certains considèrent de mettre en place une constitution en bonne et due forme qui serait difficile de changer parce que, encore une fois, une constitution est censée… Il y a toujours la possibilité d'amender une constitution, mais selon des procédures beaucoup plus strictes qu'une simple majorité. Donc oui, en principe, un prochain gouvernement pourrait revenir en arrière, mais de fait, de telles mesures sur des questions d'ordre constitutionnel, en général, ça crée une certaine dynamique sur laquelle, ça c'est plutôt dans le fonctionnement des institutions, une dynamique sur laquelle il est un peu difficile de revenir dans les faits. Mais en théorie, oui, c'est possible, ça serait possible. Et d'ailleurs, c'est ce que Yair Lapid a dit. De toute façon, toute loi qui serait édictée, qui serait dans cette direction non démocratique ou de non équilibré de non équilibre des pouvoirs en Israël serait rectifiée dès qu'un gouvernement, on va dire, plus libéral viendra au pouvoir. C'est ce qu'il a déclaré déjà il y a quelques longues semaines. Maintenant, est-ce qu'il sera un jour à la tête d'une telle coalition? Est-ce que cette réalité existera? Ça, on verra dans les années à venir. Mais en tout cas, oui, théoriquement, ça serait possible de revenir en arrière. On demande aussi pourquoi les puissances financières sont contre cette réforme. Alors ça, c'est plus une question de philosophie, mais on considère que le fait, ce qu'on appelle en hébreu Aritsut Harov, donc le pouvoir non limité de la majorité parlementaire et le sentiment qu'il n'y a pas de hiérarchie des lois, il n'y a pas de droits fondamentaux respectés, la possibilité de contrecarrer les principes mêmes d'un état de droit en bonne et due forme sont une menace pour l'économie d'un pays. De manière tout à fait simple. Et ça, ce sont de grands économistes, mais de manière générale, on sait qu'une économie prospère avant tout quand il y a les institutions solides pour faire appliquer le droit. En ce qui concerne les forces financières, les institutions financières et autres, c'est avant tout le respect des contrats, le fait qu'il n'y ait pas de comment on dit, Corruption. De corruption, la remise en cause des principes de base du droit et des droits fondamentaux serait un signal de possibilité de corruption gouvernementale de manière assez générale et qui ferait, dit-on, éloigner les investisseurs, et de manière générale les forces économiques, les forces vives, les acteurs économiques du pays. Ça, je ne sais pas. Peut-on parler de crise économique majeure dans le cas où la réforme passe? Je ne sais pas. Vous avez vu le membre de la Knesset du Likoud, Dodi Amsalem, hier, qui a déclaré que les manifestants à Jérusalem étaient tous des porteurs de Rolex, comme si c'était des gens du high-tech uniquement, et donc les accusés, encore une fois, des Ashkénazes privilégiés qui en ont rien à faire de la judéité du pays et du caractère juste de ce pays, etc. etc. Encore une fois, pour moi, c'est de la démagogie, c'est de dire que les forces vives économiques du pays sont des privilégiés qui en ont rien à faire des questions nationales du pays. Je crois que c'est un peu léger, un peu démagogique, pour ne pas dire très démagogique de déclarer cela. Maintenant, encore une fois, ça dépasse un peu le cadre de ce que je cherche à expliquer, au moins les termes du débat, en tout cas,
qui sont à la base de cette discussion aujourd'hui. Est-ce que la Cour suprême peut bloquer la réforme? Ça, c'est une très grosse question. En gros, ce qui est passé aujourd'hui à la commission des lois, c'est d'enlever la possibilité pour la Haute Cour de justice de remettre en question des réformes dites non constitutionnelles, en fait, de quasi-impossibilité d'un contrôle juridictionnel, même des prochaines lois fondamentales qui seraient mises en avant. Donc aujourd'hui, elle le peut, selon les principes que j'ai mentionnés plus haut et le principe même de contrôle juridictionnel. Mais si on lui enlève, en gros, ce qui est proposé, c'est qu'il faudrait, pour annuler une loi, que les 15 juges de la Cour suprême se prononcent unanimement en disant qu'une loi ou qu'une loi fondamentale est inconstitutionnelle ou est contre des droits fondamentaux. Donc, il faudrait qu'il y ait une unité de 15 juges unanimes pour empêcher, ce qui est quasiment impossible. Et bon, il y a différentes opinions de spécialistes du droit qui diraient que finalement, ce serait quelque chose de très, très problématique à mettre en place. Notamment, le conseiller juridique de la commission des lois s'est prononcé là-dessus aujourd'hui, a édité en fait une opinion juridique, je crois, dont on dit qu'elle représente 20 pages, et un argument pourquoi la proposition de loi telle qu'elle est mise en avant aujourd'hui est extrêmement problématique. Et ça, je vous invite à lire la presse pour avoir plus de détails là-dessus. Alors, ouais, je vois que maintenant, les questions arrivent. Quel est le pouvoir du gouvernement américain sur ce vote? Je ne sais pas, ça dépend comment on considère. C'est plus un pouvoir de fait aucun, parce que le pouvoir américain et aucun autre pays a un droit de regard direct sur les lois. C'est des questions de droit intérieur à Israël, donc en principe aucun. Mais si le gouvernement américain, le président américain dit que c'est très problématique, encore une fois, c'est une question de confiance dans les institutions au niveau international, dans les institutions israéliennes, du gouvernement israélien, et peut-être la possibilité un jour de faire pression, de dire les prêts qui sont faits au gouvernement israélien, en fait, si le gouvernement américain, qui a toujours défendu Israël, disait Israël prise avec des réformes qui feraient d'Israël moins qu'une démocratie, ça serait une sacrée crise pour l'image de l'État d'Israël dans le monde, et pourrait entraîner une détérioration de la situation d'Israël dans le monde. Et Dieu sait qu'on n'est déjà pas toujours considéré de manière très favorable. Là, si des gens veulent intervenir et exprimer leur opinion, on a peut-être 1 ou 2 minutes pour quelques opinions. Là, vous exprimez plus, encore une fois, des opinions qui sont tout à fait respectables, mais pour moi, hors du sujet ou du propos que j'essaye de faire avancer, encore une fois, d'expliquer les termes du fonctionnement des institutions en Israël, du partage de l'équipe des pouvoirs, et de quelle manière les réformes qui sont avancées aujourd'hui pourraient jouer un rôle nocif dans le fonctionnement des institutions en Israël et de l'état de droit en Israël. Je crois qu'on va conclure là. Voilà. Merci Jean-Marc. Merci à tous de votre présence et de participation. Et bonne soirée, bonne chance à nous tous. Merci, au revoir. Au revoir.